On pense qu'on connaît bien la carte du Québec, hein? Mais en réalité, notre territoire est parsemé de cicatrices invisibles. Je parle de villes entières, pleines de vie, bâties de A à Z par de grosses compagnies, puis qui ont fini par disparaître, comme ça, sans presque laisser de traces. Aujourd'hui, on plonge dans cette histoire-là. Une histoire un peu oubliée. Sérieusement, on dirait que ça sort tout droit d'un film, non? Une ville qui, pouf, disparaît. Puis on parle pas d'un vieux fort abandonné, là. Non, non, on parle de communautés modernes, avec des écoles, des rues asphaltées, des familles qui se font carrément rayer de la carte. Mais c'est pas de la fiction, ça fait vraiment partie de notre histoire. Gagnon, Labrivière, Pascalis. Ces noms-là, ce ne sont pas des légendes urbaines. C'étaient de vraies communautés bien réelles, créées pour une seule et unique raison, exploiter une ressource naturelle. Et, une fois la ressource partie, ou quand la technologie a changé, leur raison d'exister, elle, a tout simplement disparu. Alors, pour comprendre comment une ville peut s'effacer aussi vite, il faut revenir au début, il faut voir comment elle est née. Et tout ça, ça commence avec un concept vraiment particulier, la fameuse ville de compagnie. L'idée derrière ça, c'était purement pratique. Pensez-y, une mine ou un barrage, c'est souvent en plein milieu de nulle part, à des centaines de kilomètres de tout. Les travailleurs, ils habitent où? La réponse de la compagnie, c'était simple, on veut tout construire nous-mêmes. Et là, on parle de tout, des maisons toutes pareilles, bien alignées, l'épicerie, l'école, l'église, bref, une ville clé en main où absolument tout appartenait à la compagnie. Vivre là, par contre, ça avait deux côtés, disons. D'un côté, c'était le gros luxe pour l'époque. L'électricité, l'eau courante, des installations super modernes que bien des vraies villes n'avaient même pas encore. Mais de l'autre, c'était un peu une cage dorée. La compagnie possédait tout, donc elle décidait de tout. Pas de maire élu par le peuple, non. C'était un conseil nommé par la direction. Il y avait des règles très strictes pour la vie de tous les jours. En gros, c'était le confort, oui, mais en échange de pas mal de liberté. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. La plus grande force de ces villages-là, c'était aussi, en fin de compte, leur plus grande faiblesse. Leur destin était 100% lié à celui d'une seule et unique compagnie. Prenons l'exemple de Labriville, sur la Côte-Nord. Au début des années 50, Hydro-Québec a bâti une ville modèle là-bas. C'était le top. Mais à peine 20 ans plus tard, une nouvelle technologie a tout changé. Tout à coup, on pouvait contrôler les barrages à distance. Et là, du jour au lendemain, la ville ne servait plus à rien. Elle était devenue superflue. Alors en 1974, les bulldozers sont arrivés et ils ont tout rasé. Imaginez ça, devoir quitter votre maison parce qu'elle n'est plus jugée rentable. C'est vraiment ça le point central. Une ville normale, ça se développe avec plusieurs commerces, plusieurs industries. Elle a un filet de sécurité. Mais une ville de compagnie, elle n'a pas de plan B. Quand le seul et unique employeur ferme ses portes, c'est la fin du livre, fin de l'histoire. Heureusement, elles n'ont pas toutes été complètement rasées. Il y en a une qui a survécu presque par miracle. Elle est comme figée dans le temps et elle nous offre une fenêtre incroyable sur ce passé. Et cette ville, c'est Val-Jalbert, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bâtie au tout début du 20e siècle, autour d'une usine de pâte à papier, elle aussi, elle a été abandonnée. Mais la grosse différence, c'est qu'au lieu d'être détruite, elle a été conservée. Et aujourd'hui, c'est un témoin absolument unique de cette époque. Pensez-y un instant. 42 bâtiments d'origine sont encore debout, de l'usine jusqu'aux maisons des ouvriers. C'est ça qui fait de Val-Jalbert une vraie de vraie capsule temporelle. C'est l'un des exemples les mieux conservés de ce genre de ville dans toute l'Amérique du Nord. C'est littéralement comme se promener dans une photo vieille de plus de 100 ans. Le problème, c'est que cette fameuse capsule temporelle, aujourd'hui, elle est en grand danger. Et cette fois-ci, l'ennemi n'est pas une décision d'entreprise. C'est le temps lui-même qui menace de finir le travail que les bulldozers n'ont pas fait. Le constat des experts, il est sans appel et il est alarmant. Le bois pourrit, les fondations s'affaissent, les toits sont en train de s'effondrer, le temps est en train de gruger petit à petit ce que l'histoire nous a légué. C'est simple, sans une intervention massive et très rapide, ce trésor-là risque de tomber en ruine littéralement sous nos yeux. Alors, ça coûte combien sauver l'histoire? Le chiffre est colossal. Les experts estiment le coût total de la restauration à 33 millions de dollars étalés sur 10 ans. Oui, c'est une somme énorme, mais c'est le prix à payer si on veut sauver une pièce qui est absolument unique de notre passé. Mais là où ça devient vraiment inquiétant, c'est que la situation est critique. Plus de la moitié de ce montant, soit 18 millions, est nécessaire là, maintenant, dans les 3 prochaines années, juste pour empêcher les bâtiments de s'effondrer. On ne parle même plus de restauration esthétique, là. On parle d'une mission de sauvetage d'urgence. Le plan de match, il est super clair. On voit que 55% de l'argent est nécessaire tout de suite.
Il faut bien comprendre, on n'est pas en train de parler de mettre une couche de peinture fraîche sur les murs. Non, on parle de solidifier des structures qui menacent de s'écrouler. Chaque hiver qui passe, c'est un risque de plus, un risque de dommage qu'on ne pourra jamais réparer. Alors, la solution qui est sur la table, c'est un partenariat. La corporation qui gère Val-Jalbert, elle s'engage à trouver 20 de la somme. Mais pour le reste, soit le gros 80 elle a besoin d'une aide cruciale du gouvernement du Québec pour même pouvoir espérer lancer ce grand plan de sauvetage. Et d'ailleurs, le premier ministre François Legault, lors d'une visite sur place en 2021, a dit lui-même « Notre histoire, il ne faut pas être gêné d'investir pour la faire connaître. C'est important de se rappeler d'où on vient. » Ça montre bien que l'enjeu, il est culturel, il est identitaire. Ça nous rappelle que de préserver des lieux comme ça, c'est directement lié à notre mémoire à tous. Bon, pour conclure, regardons froidement ce qui est en jeu. Concrètement, qu'est-ce qu'on risque de perdre si rien n'est fait? Si on ne fait rien, les conséquences vont se faire sentir en chaîne. D'abord, et c'est le plus évident, on perd un site patrimonial unique. Et ça, c'est irréversible. Mais ce n'est pas tout. Il y a des risques pour la sécurité des plus de 90 000 visiteurs annuels. C'est aussi un coup dur pour le tourisme dans toute la région. Et économiquement, on parle de la perte de 140 emplois et de 9 millions de dollars en retombées pour la région. C'est énorme. Au fond, le sort de Val-Jalbert, c'est un peu un miroir. Il nous renvoie à une question bien simple. Quelle valeur est-ce qu'on accorde à notre propre histoire? Est-ce que ce pan de notre passé industriel, cette mémoire des travailleurs qui ont littéralement bâti le Québec moderne, est-ce que ça mérite d'être sauvé? Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Face à des coûts aussi importants, comment est-ce qu'on décide quelle partie de notre histoire on choisit de sauver? La réponse qu'on va donner à ça, que ce soit par l'action ou par l'inaction, c'est ça qui va définir la mémoire qu'on va laisser aux prochaines générations.